En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, on y va pour le podcast numéro 156, alors podcast que j'ai le plaisir de faire avec Sabine Erstrom qui était déjà venue nous parler un petit peu contraction neuromusculaire. Et là en fait je voulais faire un point avec Sabine qui est docteur, comme on va la présenter au début, sur les études scientifiques. Voilà, est-ce qu'elles sont toutes excellentes, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont mal faites? Bon, la réponse est évidemment que si. Et du coup, comment on peut faire pour, quand on en lit une, savoir si c'est intéressant ou non, si ça a été bien réalisé, la population est intéressante, ceci, cela. Donc voilà, Sabine va nous donner pas mal de petits conseils assez simples à mettre en place, et puis au moins ça évitera de se faire un avis uniquement en lisant les titres, parce qu'aujourd'hui c'est assez lamentable, on voit que les gens réagissent à des titres. C'est-à-dire que même des articles qui sont mal faits et mal écrits, on ne les lit plus, on lit juste le titre et on réagit au titre. Donc, capacité de réflexion proche du néant pour la moyenne. Mais bon, vous n'êtes pas la moyenne, ça va, donc vous allez avoir de bonnes infos là-dedans. Remercions les nouveaux patriotes, puisqu'on a passé le chiffre magique de 300, ça y est, il y est. Merci Paul Ringot, Yaroslav Karitonov, Boris Noël Hockey, Jordan Fata, et le 300e, donc c'était Quentin Duhamel, et ça me fait bien plaisir, puisque Quentin était avec moi en école d'ingénieur, donc avec lui on a fait, je pense qu'on s'est un peu tous les deux mis à la course à pied en même temps. Moi je venais du vélo, lui du kayak, bon il s'est mis à la course à pied juste comme ça, après il s'est mis aussi au vélo, il fait des très très bonnes sorties de vélo maintenant, les 7 majeurs qui sont au programme, l'envie de refaire les cinglés du Ventoux, donc bref, voilà, un bon borneur ce Quentin, et donc il a fait exprès, il a attendu, je crois ça fait 6 mois qu'il attend, il voulait être le 300e, voilà, le Spartiate Quentin Duhamel. Et puis après on a eu Jérémy et Samuel Doucet, voilà, donc normalement 302. Donc, très bien, vous l'avez vu, petit point e-book, je l'ai envoyé hier à tous ceux qui l'avaient précommandé sur Ulule, puis à tous ceux qui l'avaient commandé sur mon site internet. Du coup, j'en ai envoyé un bon paquet hier, avec un petit mail à chaque fois. Je t'avoue que ça m'a pris la journée. Et donc la revue de presse sur Patreon aura lieu aujourd'hui, mardi, au lieu de lundi. Voilà, c'était un cas un peu exceptionnel, il y avait cet envoi conséquent à faire, puis si tu veux, je l'attendais depuis tellement longtemps, j'avais tellement hâte de voir ce que le graphiste avait fait. Allez hop, un petit café. J'avais hâte de voir ce que le graphiste avait fait, et du coup, vraiment, dès que je l'ai eu dans les mains, si tu veux, à peine je l'ai relu une fois le dimanche soir, et hop, c'était terminé, je l'ai envoyé. Bon, il y a quelques petites coquilles, on en a relevé quelques-unes, malgré qu'on ait fait 2 relectures, malgré que je l'ai lu moi aussi, comme quoi en fait, quand on a le nez dedans, on a beau avoir corrigé plein de choses, tu vois, il en reste toujours, donc on refera des petites retouches ici ou là. Mais voilà, donc l'e-book, il est là, écoute, il est sur mon ordinateur, donc maintenant, dès qu'une commande est passée via mon site internet, donc le lien est dans la description du podcast,
Dès que la commande est passée, eh bien, je peux l'envoyer à la personne, donc elle est livrée à peu près instantanément, enfin plus ou moins. Donc voilà, ça c'est réglé, c'est en route. Là, j'espère que tous ceux qui ont commencé à le lire se régalent. Et puis bien sûr, n'hésitez pas pour les patriotes à en discuter sur le forum. Forum, ouais, d'ailleurs, je suis passé aussi hier. Putain, il y a beaucoup de messages quand même. C'est bien, c'est vivant, c'est très très bien. Voilà, ça me fait plaisir. Donc le forum, ouais, ça tourne très très bien. Et puis un petit point au niveau de la prochaine course. Bah ouais, c'est vrai que ça commence à dater depuis le trail de San Remo. J'aurais dû aller en Suisse faire le dernier survivant, mais je me suis blessé en réalisant une mauvaise chute. Et donc là, Swiss Canyon Trail, écoute, il me reste 6-7 jours de prépa. Bon, on n'a pas fait un truc de gros barbare non plus avec mon coach. On a mélangé ça à une reprise. Et voilà, j'arriverai au Swiss Canyon Trail un peu sur des œufs quand même. Pour l'instant, je me sens pas très 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 bien. Mais voilà, avec beaucoup d'envie et de plaisir de faire ce 110 km. Je vais me pencher dessus à partir de la semaine prochaine, regarder le parcours, les points de ravitaillement, le matériel obligatoire, etc. Et voilà, je sais qu'il y a 2 patriotes, Patrick Arcet et Thomas Gédard, qui sont engagés. En tout cas, c'est ce que j'ai vu quand j'ai lu la liste sur le 111 km. Donc ça va être sympa. Voilà, je vais leur demander d'ailleurs sur le forum comment ils ont prévu de se rendre sur les lieux, de se loger, etc. Bon, normalement, j'ai une chambre d'hôtel par l'organisation, ce qui était prévu en 2020, mais avec le Covid, tout ça, je sais pas si c'est d'actualité. Donc je vais me pencher dessus. Oui, niveau organisation, on est très léger, vu que j'étais persuadé que ça allait être annulé. Mais bref. Eh bien écoute, avant de démarrer ce podcast avec Sabine, qui je pense est très intéressant, tu vas être captivé. Je voulais faire un dernier point, voilà, avec une personne qui me déçoit un peu plus chaque jour. Il s'agit d'Alain Roche, qui a la société Enduractive. Donc Alain, il vend de très bons produits, qui fait pas lui-même, comme il le sous-entend. Il y a bien sûr une usine derrière. Mais voilà, lui, il conçoit la recette, ça c'est vrai, il l'ajuste lui-même, etc. Enfin, il y a toute une démarche qui est excellente. Mais il est beaucoup trop agressif, beaucoup trop méchant. C'est pour ça que Nicolas Martin s'était désolidarisé d'Alain au début 2019, et puis que moi j'ai fait de même au début 2020. Puisqu'on ne peut pas associer notre image avec quelqu'un qui est systématiquement dans l'agression permanente. Alors, s'il aurait toujours raison, eh bien on pourrait se dire que lui a raison et le monde est mal fait, et du coup, voilà, il a raison de nous agresser pour nous montrer la voie à suivre, mais en fait, il se trouve que parfois il a tort, il se trouve que lui aussi il a des défauts, mais ça, bien sûr, il ne le reconnaîtra jamais, et il va toujours trouver un discours contraire ou détourner des propos pour faire passer sa seule pensée unique. Et encore ce matin, je réagis à un post sur l'UTMB, puisque je pense que à peu près personne n'a compris le nouveau challenge qui est proposé, enfin moi non plus d'ailleurs. C'est pour ça que voilà, j'ai David Poletti qui gère Lifetry qui va m'appeler pour m'expliquer un peu les grandes lignes, puisque lui aussi se rend compte que en fait personne n'a rien compris. En aucun cas il y a une obligation à que tout le monde parte à l'étranger, prendre l'avion. Enfin, les coureurs ont une réaction quand même qui est particulière. Oui, l'UTMB nous encourage à polluer et à aller courir à l'extérieur de la France. Non. Alors déjà, tu peux tout à fait polluer en restant en France, ça ne pose aucun problème à beaucoup. Et puis, en fait, les grandes courses dans le monde existent depuis des dizaines d'années. Enfin, moi, je vais aux Canaries depuis 2017. Voilà, oui, j'y vais en avion. Après, je pense quand même que mon bilan carbone sur l'année reste relativement faible par rapport à énormément de gens. Je rappelle que la France est responsable de la pollution de 1% de la planète, ce qui est quand même ridicule. Donc, calmons-nous. Voilà. Si on prend l'avion une fois par an, c'est pas un drame non plus. On a le droit de vivre, quand même. Il y a des gens qui font bien pire et on les entendra jamais.
Donc je mettais un petit commentaire ce matin, voilà, en disant que non, l'UTMB n'encourageait pas forcément à aller à l'étranger, qu'il allait sans doute y avoir un calendrier français, enfin vu la richesse des courses en France, il y en a énormément sur tous les formats, à peu près toutes les saisons. Enfin, vous prenez le Trailbook Endurance, vous regardez, vous ne savez pas quoi faire le week-end, tellement il y a de courses. Bon, hors période Covid, hors période privation de liberté, plutôt. Donc, voilà, je mettais un petit commentaire en disant, non, on ne sera pas obligé de s'exporter à l'étranger. Et là-dessus, Alain Roche, qui n'a été sollicité par absolument personne, mais qui devait sans doute attendre secrètement que je poste quelque chose sur Bref, je fais du trail, vient me dézinguer, tu vois, comme ça, gratuitement, donc en signifiant que j'avais un discours incohérent, ou que je devais me cacher derrière mon armée de moutons. Donc là, en fait, il a ciblé ce qu'avec beaucoup d'humour, j'appelle la Ducarmie, qui est partie un peu d'un délire, et puis qui finalement a donné lieu à ce Patreon, a donné lieu à ce forum, à un échange permanent entre les membres. Quand on se rend sur le forum, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des trailers, des traileuses qui échangent entre eux à propos de la nutrition en course. Les mecs n'ont même pas forcément mon avis, puisque l'intestin est différent chez tout le monde. Enfin, voilà, bref, il y a tout un tas d'échanges qui est vraiment extrêmement intéressant sur ce forum. On sent que ce sont des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions pour devenir meilleurs à leur niveau, et voilà, qui demandent aux autres leur expérience, qui se font un point de vue, ceci, cela. Donc des gens bien, tu vois, des gens qui pensent, voilà, des gens bien, ils servent de leur cerveau, voilà, ils avancent dans la vie. Et donc, Alain, qui ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, simplement parce que ces gens sont rattachés à moi, les traite, publiquement, sur un groupe de 40 000 membres, de moutons. Donc, là, il a dépassé la dernière limite, je ne peux plus me taire face à ces sorties qui dérapent à chaque fois. Donc il a une dent contre Baou, son plaisir secret est de les rabasser dès qu'il le peut. Alors son petit argument est que les purées Baou, si tu veux, sont estampillées biologiques en Espagne. Pourquoi ? Parce que la recette de purée Baou, en fait, personne ne veut la faire en France, puisque dans les chaînes de production, le fait d'ajouter de l'huile d'olive, je sais plus quoi d'autre. Attends, j'en ai une dans la main. Qu'est-ce qui pose souci ? L'huile d'olive, basilic, fleurs d'hibiscus. Voilà. En fait, c'est toutes ces plantes qu'Alain n'utilise pas. Toutes ces plantes, en France, on a énormément de mal à les mettre dans les chaînes de production. C'est le cas pour Bière de Récup. Donc Bière de Récup, c'est un chambérien qui a sorti les bières de Récup, sans gluten, sans alcool, mais surtout avec 4 plantes qui viennent des Bauges. Et en fait, il a trouvé aucune brasserie qui acceptait son cahier des charges. Donc il a été obligé de faire brasser, non pas en Savoie, où on a de nombreuses brasseries, mais à Nîmes. Donc il est le premier déçu, mais il peut pas faire autrement, si tu veux. Donc c'est comme ça. Et Baou, c'est pareil, leur cahier des charges ne passait pas auprès de ceux qui emballaient la purée, qui réalisaient la recette, créée par Johan Comte. Donc, c'est certifié bio en Espagne. Mais tout le reste de la gamme Baou, la barre cacao, la barre myrtille, etc., sont bio de France. Mais ça, Alain ne va pas te le dire. En fait, il va taper sur le petit défaut Baou. Bon, eux, ils ont envie de rapatrier les purées en France. Pour l'instant, ils peuvent pas. Ça va changer dans le futur. Donc, ils préfèrent taper sur le petit défaut sans montrer tout le reste qui est vertueux. Pour dire Baou, c'est les grands méchants, etc., alors que, non, c'est simplement une société qui est concurrente à la sienne. Mais moi, je lui avais déjà dit, il n'y a pas de concurrence, en fait, entre Baou et Enduractive, puisqu'ils proposent 2 produits qui sont différents. Les goûts de chez Baou ne sont pas les mêmes goûts que chez Enduractive. Mais dans les 2 cas, vous achetez des produits biologiques qui ont été pensés par des gens plus ou moins calés en nutrition, et qui se digèrent bien, sans saloperie, etc. Donc, en fait, ceux qui aiment bien Baou vont aussi acheter Enduractive, puisque c'est une gamme qui se complète. Si tu veux, la barre amande Enduractive, tu ne la retrouves pas chez Baou. Baou utilise des amandes, mais ils ne font pas une barre qui n'est que aux amandes. Donc c'est des produits qui sont complémentaires. Donc tous les deux pourraient se tirer vers le haut en étant en synergie, ce que Baou aurait été tout à fait prêt à faire, sauf que Alain, depuis des années,
leur tape dessus. Systématiquement, il essaye de leur mettre des bâtons dans les roues. Bon, il réussit pas, hein, parce qu'au final, tout le monde s'aperçoit que cette personne est beaucoup trop colérique pour être crédible. Mais lui aussi a d'innombrables défauts, comme je lui ai fait remarquer du coup ce matin, quand il m'a un peu fait sortir de mes gonds. Voilà, sa barre aux fruits rouges n'a de fruits rouges que le nom. Dedans, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose du jus de framboise, du jus de myrtille. Et ça, il a beau dire que c'est du jus biologique, il n'en reste pas moins vrai que c'est quand même beaucoup moins cher à l'achat qu'un vrai fruit rouge. Donc, voilà, il a lui aussi ses défauts, mais bien sûr, quand on lui fait remarquer, bah là, il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de personne en face de nous. Il nous bloque, et il revient nous agresser un peu plus tard sur un autre sujet qu'il va maîtriser plus ou moins. Parce que pour me mettre en défaut sur un sujet, il faut quand même être costaud. Je suis quand même plutôt droit dans mes bottes, tout ce que je fais au quotidien, je l'assume pleinement, je peux le défendre, donc voilà, bonne chance à lui pour me nuire. Voilà, c'est un caillou dans la chaussure, je délace ma chaussure, j'enlève le caillou, je remets la chaussure, et je reprends ma marche en avant. Voilà, donc amis patriotes, selon Alain Roche, vous êtes des moutons, ça va vous faire plaisir, voilà. Voilà. Le point est éclairci, vous pouvez aller sur Bref, je fais du trail pour voir cet échange que nous avons eu mardi matin à 7h15, donc si tu veux, le mec se réveille, il est directement énervé, voilà, déjà là, ça traduit un mal-être au quotidien. Bref. Passons, et maintenant que ça c'est fait, je pense que ça t'a bien régalé d'apprendre un peu les dessous du truc, eh bien, nous pouvons lancer ce petit podcast avec Sabine, qui va nous dézinguer quelques études scientifiques et nous montrer comment se servir des bonnes, parce qu'il y en a bien sûr aussi. C'est assez logique à comprendre, hein, comme dans tout domaine, il y a des bons et des moins bons. C'est pas parce qu'ils sont scientifiques qu'ils sont tous bons, mais par contre, il y en a bien sûr des excellents. Voilà. Je te laisse là-dessus, c'est un échange qu'on avait déjà enregistré, parce que Sabine n'est pas dispo à n'importe quel moment de la journée, hein. Du fait de son statut de docteur, elle donne des cours en ce moment. Donc voilà, on s'était pris un petit créneau ensemble. Je te laisse écouter ça. Salut et à la semaine prochaine. Donc, le sujet, je rappelle, c'est les études scientifiques. Tu vas dépoussiérer tout ça parce que, quand même, je suis parti d'un constat. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est prouvé par des études scientifiques. Donc, peut-être, tu vois, pour définir la taille de mon slip, il va y avoir des études scientifiques. Et donc, j'imagine qu'il y en a qui sont vraiment nuls et d'autres, par contre, c'est vraiment pointu, poussé. Alors, moi, j'ai travaillé dans le domaine des radiofréquences et bon, là, je savais lire un papier et je savais ce qu'il valait quand je le lisais. À un moment donné, j'ai fait un peu de recherche sur un type de filtrage particulier et des fois, je lisais des trucs, c'était vraiment tout pourri et des fois, c'était vraiment très, très, très intéressant. Donc, c'est un peu ma question, tu vois, toi, en tant que docteur, hein, c'est ça, Sabine, si je ne me trompe pas? Ouais, autant l'année dernière, quand on a fait le podcast, j'étais pas encore docteur, mais là, c'est bon, je suis docteur sur Zoom en plus. Donc, je maîtrise l'outil. Tu vas pouvoir me vacciner. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je suis pas docteur en médecine. Pas docteur en médecine, je suis docteur en sciences du mouvement humain. Ah ouais. Ah, c'est nul, ça. C'est pas à la mode. Non, c'est pas à la mode. Et puis, ça fait partie des trucs que je pouvais dire. Hein, c'est que moi, je m'amusais quand je faisais des blabla car ou quoi. Je faisais exprès de laisser un petit peu maturer les gens, tu vois. Tu fais quoi? Je fais des études de STAPS. Mais à quel niveau? Je suis en train de faire une thèse. Ah, mais tu fais une thèse sur le sport, mais il y a des trucs. Ouais, ça calme, hein. Et c'est sûr que tu te sens moins utile que si tu dis oui, je suis en train de bosser là sur le virus du sida. On est en train de trouver des trucs super intéressants. Ouais, après, est-ce que c'est utile? Après, il y a vraiment des liens entre les études qui concernent le sport et les études qui concernent la santé. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une thèse qui était financée plus sur un axe de performance. Mais en fait, l'immense majorité du travail en sciences du sport, c'est soit sur l'éducation, soit sur justement les rapports entre sport et santé, parce que bien sûr, c'est là où la puissance publique va avoir l'intérêt majeur. Et est-ce que tu peux donner quelques noms de personnes qui sont amenées à travailler un peu avec toi, justement, pour nous faire saliver un peu en début, là? Oui, alors là, du coup, moi, cette année, j'enseignais juste. Déjà,
c'était assez sportif d'enseigner en tant Travail, de base. Mais donc, j'ai pas produit de recherche. Après, les grands noms de la recherche en trail, je pense que tu les connais. Hein. C'est déjà les frères Millet, Grégoire et Guillaume Millet, qui ont été un peu. Oui, les frères Millet, souvent on parle que de Guillaume, j'ai l'impression. Ou de Grégoire, je sais plus. Je pense plus de Guillaume, parce que Grégoire, il est un peu plus multi-sujet. Il a beaucoup travaillé aussi sur l'hypoxie. Il est à Lausanne. Guillaume Millet, lui, il est de Saint-Étienne. Il a fait un passage par Calgary, au Canada. Et là, il est de retour à Saint-Étienne. Et donc là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de recherches intéressantes à Saint-Étienne parce que c'est un laboratoire qui regroupe Saint-Étienne, Lyon et Chambéry, en fait. Donc, ils ont vraiment moyen, une équipe dynamique qui va probablement enchaîner sur des thèses, des masters de recherche et faire pas mal de choses. Moi, mes directeurs, quand même, on va en parler. Donc, ça s'appelait Fabrice Vercrussen à Toulon et Jean-Benoît Morin à Nice, sachant que du coup, les deux n'étaient pas forcément spécifiques trail. Peut-être Fabrice un peu plus. Trail courte distance et c'est lui qui avait commencé. J'ai l'impression qu'il était sur des forums de vélo, non? Je me trompe? Ah, c'est très possible, ouais. En fait, il a fait du triathlon. Donc, son pseudo me fait tilt sur des vieux forums de vélo. Ouais, ça doit être lui, hein, parce que Vercrussen, c'est quand même pas un nom hyper commun. Et JB Morin, lui, il est à la base, lui, c'est un athlète de 400 mètres haies, si je dis pas de bêtises. Et il est un peu plus dans les qualités physiques plus générales, pas forcément spécifiques trail. Et donc, qui c'est qui fait de la recherche en trail? Après, là, pendant ma thèse, il y avait pas mal de recherches. Donc, à Font-Romeu, il y a Grégory Doussin qui fait des recherches. Chez Salomon, nous, on a beaucoup travaillé en partenariat en fait, avec Marlène Giandolini, qui est biomécanicienne chez Salomon. C'était un petit peu ma grande sœur de thèse, on va dire, parce que elle a soutenu au tout début de ma thèse et puis elle avait JB Morin aussi comme directeur. Et elle était en parallèle employée par Salomon, alors que toi, tu es employé par la fonction publique. C'est ça. Moi, en fait, ma thèse, c'était une bourse ministérielle. Donc, en fait, si tu veux, après, on pourra reparler plus précisément des rapports entre industrie et recherche. Mais on va dire que Salomon finançait la grosse étude de ma thèse, le matos, quoi, et le matériel aussi qu'on donnait aux coureurs. Par contre, mon salaire, c'était une bourse ministérielle. Alors que Marlène, c'était ce qu'on appelle une thèse cifre, c'est-à-dire qu'elle donnait aussi une partie de son temps de travail à Salomon. Donc, l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même bien gérer pour arriver surtout à faire une thèse de la qualité de celle de Marlène en même temps que tu bosses pour une industrie. L'avantage, c'est que du coup, comme ils étaient très satisfaits d'elle, elle a eu un emploi en CDI à la fin de sa thèse chez Salomon, quoi. Ouais, voilà, en général, ça te met un pied à l'étrier. D'accord. Écoute, du coup, ouais, première question, ça s'est évadé un peu entre-temps. C'est justement, toutes les études se valent-elles de ton point de vue à toi? Alors, Pas toutes. Pourquoi? donc, mon point de vue, c'est peut-être pas si important pour les auditeurs, mais comment savoir, on va dire, est-ce qu'on peut se fier à une étude ou pas? Je dirais qu'il y a deux axes. Il y a d'abord, est-ce que l'étude, elle est de qualité? Et ensuite, est-ce que moi, ces résultats de l'étude, ils peuvent m'intéresser moi en tant que sportif? Donc, l'étude, comment savoir si elle est de bonne qualité? C'est déjà si elle a été publiée dans un journal quand même avec revue par les pairs, ça évite quand même beaucoup d'écueils parce qu'il y a quand même des gens exigeants qui connaissent le sujet, qui ont relu ce que tu as fait, qui ont peut-être remis en question la méthode statistique que tu utilises, qui ont peut-être remis en question la conclusion que tu tires par rapport aux résultats. Donc, bien sûr, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un décide de truquer les résultats.
Mais à partir du moment où tu donnes les vrais résultats, déjà, arriver à publier dans un journal, en fait, il y a déjà une certaine qualité. Après, il faut savoir qu'en sciences du sport, nous, on travaille souvent sur des petits échantillons de coureurs. Donc, par exemple, si on prend les 3 études de ma thèse, c'était du coup les sujets qui ont fini le protocole. Donc, on dit sujet, désolé pour les individus qui participent. Donc, merci à eux. Donc, c'est pour éviter de dire cobaye, hein, c'est quand même un peu plus valorisant. Donc, moi, c'était entre 9 et 15. Donc, c'est pas, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand on sait que, notamment sur la grosse étude là avec Salomon, ils passaient facilement 15 heures au laboratoire chacun, tu ne peux pas non plus demander ça à énormément de personnes. Et en plus, nous, on voulait une population homogène de coureurs qui avaient au-delà de 60 millilitres par minute et par kilo de VO2 max. Donc, il n'y en a pas non plus tant que ça dans la région. Bah, ça restera un peu. Ouais. Voilà. Le professeur Raoult, il disait que t'es pas obligé de faire des études sur des milliers de personnes. Avec des petits groupes, ça peut montrer de très bonnes choses aussi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tout à fait. Alors, en fait, le problème, c'est que des fois, on n'est pas très bien formé aux stats parce que, voilà, il faut le dire, hein, on fait des sciences du sport parce qu'on s'intéresse aux humains. Et en fait, la méthode statistique, c'est très important. Et en fait, globalement, plus l'effet que tu cherches à examiner est important, moins avec un groupe important de sujets, tu vas arriver à le montrer. Alors que si l'effet il est très fin à chercher, tu vas être obligé d'aller chercher sur un plus grand nombre de personnes pour arriver à faire ressortir un effet. Et aussi, je crois que vraiment, ce qui va importer en sciences du sport, c'est de regarder la population en fait sur laquelle a été faite l'étude. Parce que globalement, souvent pour les études scientifiques, on établit une hiérarchie où on dit que donc en bas de la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle la case study. C'est tu as un individu, par exemple, un mec qui a fait un marathon par jour pendant 365 jours. Bon, bah, il n'y en a qu'un seul sur la Terre. Tu l'étudies, tu dis des choses. Bah, voilà, j'imagine, par exemple, il a eu une tendinite et tout. Est-ce que tu peux tirer de ça que si que si tu fais un marathon par jour, tu auras une tendinite? Peut-être, mais en fait, on ne sait pas. C'est sur ce mec-là. Donc, on dit que ça, c'est un niveau de preuve assez faible. Après, tu as les études comme moi où tu vas faire sur un faible nombre de sujets. Et donc, on dit que ça, c'est un niveau de preuve un peu plus élevé. Et après, tu as ce qu'on appelle les méta-analyses où, en fait, tu as quelqu'un qui va regarder toutes les études qui ont été faites, par exemple, sur port de vêtements de compression et course à pied, et qui va compiler le tout. Le problème, c'est d'une méta-analyse, c'est que peut-être que dans cette méta-analyse, il aura pris des études sur les coureurs très entraînés, des études sur des coureurs débutants, des études avec un niveau de compression faible, des études avec un niveau de compression élevé. Et des fois, dans les méta-analyses, le risque, c'est que toi, tu aies une carotte et ça mélange des carottes, des choux, des patates. Et finalement, la conclusion de la méta-analyse, elle va peut-être être moins intéressante pour toi qu'une étude, certes, sur un faible effectif, mais un effectif qui te ressemble vraiment. Par exemple, typiquement pour les vêtements de compression, on trouve donc, en récupération, l'effet, il est prouvé, quel que soit le niveau. Le problème, c'est de savoir est-ce que ça a un niveau sur la performance chez les personnes très entraînées. Et globalement, on voit quand même que les études sur des individus débutants, elles ont tendance à trouver un effet positif. Et les études chez les individus expérimentés ne trouvent pas tellement d'effet positif. Nous, on trouve un effet positif en récupération, mais pas pendant l'effort. Et il y a d'autres auteurs qui ont travaillé comme nous chez des coureurs très entraînés qui ne trouvent pas d'effet sur la performance. Donc, ne pas trouver d'effet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Hein. C'est juste qu'on ne l'a pas trouvé. Et donc, tu vois, si toi, tu es un coureur très entraîné, moi, ça me semble plus pertinent d'aller regarder seulement les études qui concernent les coureurs entraînés que de regarder finalement sur tout le monde, alors que toi, tu ne ressembles pas forcément à toute la population. Et c'est aussi pour ça que de plus en plus, dans les études, comme on est sur des faibles effectifs, on va passer les courbes pour chacun des sujets, en fait. Parce que ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a un faible effet en moyenne parce que tous les sujets se sont un petit peu améliorés, que de dire en fait il y a certains sujets qui sont extrêmement améliorés et d'autres pour qui ça a carrément été négatif.
Du coup, c'est ça, je dirais, l'avantage, par contre, de travailler sur un faible effectif, c'est qu'on va pouvoir détailler ce qui s'est passé pour chacun. Voilà, D'accord. Et justement, ça, en fait, c'était une de mes questions parce que moi, je lisais une fois un livre, alors on peut le citer parce que c'est une bonne lecture, c'est le Guide des compléments alimentaires pour sportifs de Michael Gundil. Et en fait, justement, pour chaque complément alimentaire, il passait en revue un peu toutes les études pour te dire si c'était vraiment intéressant ou non. Et dans la plupart des cas, c'était pas intéressant. Et en fait, à un moment donné, il y avait une étude qui était sortie sur un complément pour montrer ses effets absolument géniaux. Mais il t'expliquait justement le biais parce que ça avait été fait sur une population de personnes âgées. Et en fait, ça représentait pas du tout le cas des sportifs qui ont 30-40 ans, tu vois. Ouais, carrément. Autant c'était des personnes qui étaient déjà carencées. Et... Voilà, c'est ça, en gros. Alors on peut encore aller plus loin en disant que l'étude en fait avait été financée par le fabricant, ce qui est en général assez mauvais. Ouais. C'est vrai que j'ai quand même oublié ça. Donc c'est obligatoire quand tu publies une étude de marquer tes liens avec ou non avec l'industrie. En fait, à la fin du papier, il y a écrit. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu décourageant. Tu lis tout un truc, tu te dis ah c'est super intéressant ça. Et puis ah c'est sponsorisé par Gatorade. Ah c'est peut-être quand même pas innocent qu'ils te disent de boire de la boisson énergétique à l'effort pour tes performances. Si c'est Gatorade qui a financé l'étude. Donc ça veut, là du coup on peut attaquer le sujet rapport entre industrie et recherche. Donc il faut savoir qu'en sciences du sport, c'est pas non plus l'industrie pharmaceutique. Hein. Les sommes en jeu, c'est pas les mêmes. Donc je vais parler de ce que moi j'ai vécu, donc d'avoir travaillé en collaboration avec Salomon en étant sponsorisé par Xbionic. Mais bon, il n'y avait pas de thèse avec Xbionic. Donc Salomon, nous, ils nous ont mis vraiment aucune pression sur les résultats ou les conclusions à tirer de l'étude. Donc il se trouve qu'on trouve un faible effet des tenues compressives en récupération et c'est ça qu'on écrit dans l'article. Donc nous, en tout cas moi, je n'ai pas ressenti de pression, sachant que du coup Fabrice avait déjà travaillé avec Salomon avant en ne trouvant aucun effet d'un textile compressif qui avait en fait un niveau de compression plus faible. Et à ce moment-là, donc Salomon les a bien sûr laissés publier leurs résultats parce qu'ils avaient travaillé du temps dessus. Par contre, ils avaient demandé que dans la méthodo, au lieu de dire on a utilisé tel modèle Salomon, ils disaient juste on utilisait du textile de compression et le niveau d'intensité de compression. Mais bon, de toute façon, le lecteur un peu averti, il allait à la fin de l'article, il voyait que de toute façon, ils avaient été financés par Salomon. Il pouvait se douter que le textile en question venait de chez Salomon. Mais du coup, ce n'était pas explicité dans le texte vraiment qu'il y avait un travail avec Salomon. Par contre, il n'y avait aucune pression sur les résultats. Et pourquoi ? Parce que, en fait, Salomon, ça les avantage aussi si leur textile ne marche pas, d'être les premiers à savoir que ça ne marche pas. Ouais, ils vont arrêter de produire. Ouais. Voilà, ou le modifier, par exemple. Là, du coup, ils ont créé un short de leur gamme qu'ils appellent Exo, qui avait un niveau de compression en fait plus élevé pour essayer d'avoir un effet. Donc, voilà, les rapports avec l'industrie, je pense que quand même en sciences du sport, on est un petit peu à l'abri de ça. Je dirais pas la même chose, par exemple, la nutrition, c'est vrai que c'est un vivier d'études et je ne suis pas certaine que ce soit pareil. Et l'industrie pharmaceutique, malheureusement, je crois que là, c'est un milieu que je ne connais pas, mais ça ne brasse pas les mêmes sommes, quoi. Donc, je dirais que nous, en sport, on est quand même un peu à l'abri d'un financement qui viendrait vraiment faire publier des faux résultats comme on a eu dans le Lancet, qui est du coup un grand journal. Alors, en introduction, je te disais, normalement, si ça passe dans un grand journal, tu peux t'y fier. Donc, il y a toujours des exceptions. Ce qui peut nous rassurer, c'est qu'ils ont quand même été très vite démasqués. Donc, comme quoi, il y a quand même un nettoyage qui se fait. Le chercheur, il prend quand même un risque assez important d'être complètement décrédibilisé à faire de la falsification. Donc, c'est pas anodin pour lui non plus. Après, du coup, moi, je trouve que finalement,
le plus gros problème des études scientifiques, c'est que, notamment chez nous francophones, finalement, on les connaît souvent par ce qu'un journaliste, scientifique ou pas, va en tirer. Et c'est là le problème pour moi, c'est que moi, on a passé ma thèse à me dire, Sabine, tu ne peux pas dire ça comme ça. Nuance ton propos. On montre, par exemple, on va montrer que des marqueurs de dommages musculaires sont plus faibles avec le port de compression. Ça ne te permet pas d'affirmer la compression a réduit les dommages musculaires. Tu peux dire, on a trouvé, donc ces marqueurs sont plus faibles en conditions de compression, ce qui laisse supposer que les vêtements de compression, et en fait, quand tu écris en science, tu mets beaucoup de nuances. Sauf que le journaliste, lui, il a aussi la pression à ce que son article soit lu. Donc forcément, il va aller chercher un titre qui va beaucoup plus interpeller le lecteur. Et en fait, c'est plutôt dans l'interprétation par la personne qui vulgarise la science que le problème se trouve, je trouve. Et c'est pour ça que j'encouragerais tous les auditeurs, en fait, à ne pas avoir peur d'aller lire les études parce que, bon, c'est en anglais, on est d'accord. Moi, je ne suis pas bonne en anglais. D'ailleurs, j'aurais préféré être un peu meilleure. Mais ça m'a gênée pour m'exprimer, pour ça m'a jamais gênée. Et chez moi, tu crois que ça... Non, c'est... Ouais, il y a eu un petit coup. Mais ça m'a jamais gêné d'avoir un gros accent en français pour lire les études. En fait, quand tu lis des études scientifiques, c'est toujours les mêmes termes qui reviennent. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre ne lire que l'abstract. Donc, l'abstract, c'est le résumé, en fait. Ouais. On te raconte très vite qu'est-ce qui a été fait, ce qu'on a trouvé et ce qu'on en retient. Donc là, forcément, c'est réducteur parce que l'article, il ne ferait pas 10 pages si on pouvait résumer en une demi-page toute la subtilité de l'article. Disons que ça te permet peut-être de savoir si... Hugo, est-ce que tu peux répéter? Je crois qu'il y a un problème sur le micro, je ne t'entends pas. Je disais... Merde, c'est tombé la feuille. Du coup, ça te permet de faire un tri. J'ai pas bien entendu, j'ai entendu ça te permet de faire un tri et après je t'ai perdu à nouveau, désolé. Oui, faire un tri pour le domaine que tu es en train d'étudier avec l'abstract. Ouais, carrément, ça te permet de te faire... Aussi, ça permet de trier dans ta mémoire parce que bien sûr, toi, tu n'arrives pas à mémoriser tous les détails. Donc déjà, tu mémorises un peu les abstracts et après, tu vas éplucher. Et donc, toi, si après, tu veux lire une étude scientifique, donc comment c'est organisé une étude? On a d'abord une introduction où l'auteur il va reprendre ce qui a été fait sur la thématique précédemment, en fait, pour montrer qu'il y a une question qui se pose. En fin d'introduction, il pose la question. Ensuite, dans la méthode, donc qui est parfois en fin d'article dans certains journaux, mais la plupart du temps, qui est exposé après l'introduction, il va expliquer ce qu'il a fait vraiment, les statistiques utilisées. Ensuite, il y a les résultats de l'étude. Et ensuite, il y a la discussion. Et ensuite, la conclusion. Est-ce que tu m'entends correctement, Hugo? Ouais, c'est nickel. Ouais. Ok, nickel. Et donc, finalement, normalement, si tu lis, si tu regardes attentivement les figures et que tu lis le début de la discussion, en fait, tu as le plus important de l'article qui est dit là. Parce que les figures, en fait, normalement, elles peuvent se lire indépendamment grâce à leur légende. Et il y a une figure pour le protocole, donc tu vois d'un seul coup d'œil qu'est-ce qui a été fait. Et dans la discussion, en fait, au début de la discussion, les auteurs, ils reprennent les donc, c'est un bon moyen de faire comme ça, de ne pas forcément lire les 10 pages d'études parce que, ben voilà, il ne faut pas rêver. On ne va pas à chaque fois lire comme un livre tout ce qui... Enfin, on a le droit de lire, mais ce n'est pas forcément obligé à chaque fois de lire les 10 pages. Et c'est le juste milieu entre se limiter à ce qui est mis dans l'abstract et lire mot par mot toute l'étude, ce qui est un peu fastidieux, surtout justement quand on n'est pas anglophone, quoi. Ouais, tu es obligé de faire un tri, je pense, peut-être au début avec des mots-clés, et puis après, tu
tu vas sur l'abstract, et puis après, si c'est vraiment intéressant et que ça te sert dans ton travail, tu pars sur la lecture complète. Voilà. Et d'ailleurs, oui, tu as raison de parler de mots-clés. Donc, en fait, comment trouver une étude scientifique? Donc, déjà, il y a de plus en plus de sites, quand ils te parlent d'un article, ils te mettent à la fin le lien vers l'article dont ils parlent. Donc, ça, c'est quand même bon signe, parce que ça veut dire que la personne qui a écrit l'article, elle accepte que derrière, on aille lire ce qui est réellement dit dans l'article. Donc, en général, c'est quand même plutôt bon signe. Donc, tu peux y aller comme ça. Tu peux aussi aller sur PubMed ou NCBI quand on le dit en français, où tu tapes, comme tu dis, des mots-clés de ce qui t'intéresse. Donc, par exemple, trail running et je sais pas, et peut-être sommeil, voilà. Donc, tu mets trail running and sleep et tu regardes ce qui est sorti sur le sommeil en trail. Après, tu peux mettre ultra endurance et sommeil pour essayer d'élargir un peu la recherche. Et donc là où tu vas parfois être bloqué, c'est que toutes les études ne sont pas en accès libre en fait, parce que donc c'est le gros business des journaux, c'est que en fait donc le chercheur lui il n'est pas directement payé pour publier ses études, c'est même lui, enfin son laboratoire, qui va payer au journal pour que l'étude, donc une fois qu'elle est acceptée, pour qu'elle soit réellement publiée. Donc c'est pas que tu achètes que le journal accepte ton étude, hein. C'est juste qu'il y a des frais de publication et au lieu que ce soit le journal qui les prend en charge, c'est les labos et le journal s'en met plein les poches. Et en fait, si tu veux un article qui va être en accès libre, donc lisible par n'importe quel lecteur non abonné au journal, et ben du coup, le journal, il se fait le business comment? Il se fait le business en prenant l'argent des labos. Donc en fait, l'article va être plus cher pour le laboratoire quand il est publié dans un journal, ce qu'on appelle en open access, qu'un journal en accès restreint. D'accord. C'est le cas de PubMed, non? Comment? C'est le cas de PubMed. Tu vois, j'ai essayé en même temps. Eh bien, pas tous les articles. Donc, tu en as, c'est marqué free ou open access, tu vois tout de suite. Donc, ça veut dire que si tu vas sur le site du journal, tu pourras le lire en entier. Oui, effectivement, donc quand tu fais ta recherche sur PubMed, déjà c'est marrant parce que tu vois en fait comment ça a augmenté ou diminué au fil du temps les recherches sur ce thème. Donc par exemple, trail running, ça a beaucoup augmenté. Ouais. Après, du coup, ça c'est marrant parce que donc oui, ça a vachement augmenté les recherches en trail, mais par contre, il y avait des chercheurs qui s'étaient amusés à mettre n'importe quel mot, tu vois, genre banane. Et ils avaient montré qu'il y avait de plus en plus de publications aussi sur. En fait, de toute façon, il y a de plus en plus de recherches sur Terre. Ah ouais? La plupart des thèmes de recherche sont à intérêt exponentiel si tu regardes comme ça. Ah non, c'est la banane, c'est par à-coup. D'accord. Ouais. Moi, j'ai pas vérifié. Tous les 10 ans, il y a un cycle de passion sur la banane, apparemment. J'ai pas vérifié mes sites. Mais effectivement, il y en a un peu plus maintenant. Et oui, donc on voit à chaque fois free article, donc ça c'est quand on peut le lire. Ouais. Là, j'en ai une sous les yeux, je vois rien, donc là, à mon avis, c'est payant. Alors, j'ai peut-être quand même accès à l'abstract. Ouais, j'ai accès à l'abstract. Voilà, exactement. Normalement, tu auras toujours accès à l'abstract, mais sauf que c'est un peu frustrant parce que je viens de te dire que c'est quand même plus intéressant d'aller voir les figures et tout. Donc là, tu as deux solutions. Soit normalement, de toute façon, le chercheur, il ne touche rien sur le fait que son étude soit lue ou pas. Et quand tu as travaillé sur un sujet, tu vois, si tu es un chercheur junior comme moi qui a que quelques articles, en fait, tu es trop content si les gens veulent les lire. Donc, quand on te contacte, tu l'envoies. Le problème des chercheurs un peu surbookés, c'est que peut-être qu'ils vont te ghoster si tu envoies un mail. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il existe aussi une sorte de réseau social de recherche qui s'appelle ResearchGate, comme la porte de la recherche. Donc, ReSearchGate. Et en fait, là, tu peux suivre des gens qui publient sur ton sujet d'intérêt. Donc, par exemple, tu vas suivre Guillaume Millet ou tu vas suivre Christophe Autier ou des chercheurs, bien sûr, étrangers qui travaillent, que tu as vu, en fait, leur nom dans certaines publications. Et aussi, les gens vont mettre leurs articles, même s'ils sont dans un journal payant, ils vont mettre leurs articles sur leur profil parce que en fait, ça ne leur fait pas perdre d'argent et que la plupart des chercheurs, ils sont contre cette façon de restreindre l'accès à la recherche
Et donc, par exemple, moi, tous les papiers de ma thèse et ma thèse sont sur mon profil parce que le but, c'est que ce soit lu. Et d'ailleurs, ouais, le plus caricatural, c'était qu'il y avait un article là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur combien la recherche était inaccessible à cause du fait qu'elle soit payante. Et c'était dans un journal payant. Donc, en fait, tu avais l'abstract et il fallait payer pour lire un truc. Comme quoi, c'était n'importe quoi qu'il fallait payer pour lire la recherche. Donc, souvent, tu veux faire le donneur de leçons, mais en fait, t'es toi aussi, finalement, largement critiquable. C'était magnifique. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à quoi j'avais pensé là-dessus Du coup, tu avais répondu un peu à toutes mes questions. Attends, je relis un petit coup quand même, si j'ai pas oublié la dernière. Ah oui, je vais peut-être pas taper trop sur les journalistes scientifiques. Hein. Donc, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Dans ton podcast, là, tu parlais de la nutrition. C'est vrai que la nutrition, je ne sais pas pourquoi ils veulent tous nous mettre au cétogène. Alors, je pense qu'il y a aussi un gros problème, c'est qu'il y a tellement de recherches qu'en fait, il y a deux démarches. Et il y a une bonne démarche et une mauvaise démarche. La bonne démarche, tu te dis, est-ce que c'est intéressant pour moi de porter des vêtements de compression à l'effort? Donc, tu vas aller sur PubMed et tu vas taper compression garments et par exemple running et performance. Et tu vas regarder ce qui sort. Donc, sans a priori, en fait, tu vas regarder toutes les études qui sortent. Et tu as la mauvaise démarche qui va être, moi, je suis sûre que les vêtements de compression, ça marche à l'effort. Et tu vas te limiter aux études qui vont dans le sens de ce que tu penses. Et ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, il y a tellement de recherches sur certains sujets que tu peux toujours les résultats vont aller un petit peu dans le sens qui t'arrange. Et donc, forcément, en fait, tu peux dire à peu près en disant une étude à mon niveau. Alors, bon, déjà, en plus, des fois, c'est une extrapolation des résultats. Genre, ça va être sur des souris où on va montrer que l'ocytocine chez la souris, ça fait qu'elle ne va pas tuer sa souris. Et ça va extrapoler sur de l'humain à dire que l'ocytocine, c'est la paix dans le monde et tout. Et donc, tu vois, aller chercher des études, en tirer des résultats qui sont pas des conclusions qui ne sont pas forcément celles des auteurs. Et par mettons, ouais, par exemple, si tu as des études, pas mal d'études qui vont être posées, c'est des études obèses. Si toi, tu n'es pas obèse, ben voilà. Est-ce que c'est intéressant pour toi que les mitochondries des personnes obèses se mettent à mieux fonctionner dans telle ou telle situation? Mais en fait, toi, tu n'as pas le quotidien d'un obèse, donc il faut que tu cherches des études qui te concernent plus, quoi. Donc, il y a vraiment ce problème que la démarche scientifique, c'est j'essaye de regarder sans a priori. Je dis j'essaye parce qu'en fait, des a priori, on en a tous. C'est juste être conscient que tu as des a priori et donc accepter d'aller lire des trucs qui vont être contre ce que tu penses. Par exemple, moi, je suis convaincue de l'entraînement polarisé et me forcer, quand il y a un article qui va remettre en cause l'entraînement polarisé, à aller le lire et à regarder en quoi ça peut être intéressant pour nuancer l'approche polarisée de l'entraînement. Alors, bien sûr, moi, quand je vois un article sortir où l'entraînement polarisé, ça marche même chez des gens qui s'entraînent à faible volume, je suis là, oui, c'est ça, c'est exactement ça et tout. Mais aussi se forcer à lire des trucs qui vont peut-être aller un peu moins dans ton sens. Et ça, c'est le problème aussi des méta-analyses, c'est qu'il faut être sûr que les auteurs qui ont fait la méta-analyse, ils ne sont pas d'un certain camp où ils ont complètement fait exprès d'oublier une partie du champ de recherche. Donc là, en général, quand c'est le cas, les chercheurs oubliés, ils se manifestent. Hein. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de controverses dans le monde scientifique. C'est aussi que des fois, ouais, tu as quelqu'un qui volontairement va faire abstraction de tout ce qui ne l'arrange pas et va te sortir soi-disant une méta-analyse, mais en fait, c'est la méta-analyse des études qui me plaisent, quoi. Et donc ça, ça, c'est pas de la rigueur scientifique.
Et c'est compliqué, en effet, en tant que lecteur qui ne connaît pas le sujet, si tu tombes là-dessus, c'est compliqué de s'en rendre compte, en fait. Donc là, c'est la communauté scientifique quand même, qui veille au grain et qui va se manifester. Donc, tu peux interpeller le journal quand il y a quelque chose qui te paraît pas valable dans ce que tu lis. Donc, que ce soit des résultats qui te paraissent aberrants ou que ce soit des études que tu as faites sur le sujet qui ne sont pas dans une méta-analyse, tu peux contacter le journal et dans ce cas-là, ça apparaît aussi sur l'article. Donc finalement, en fait, avec tous les biais potentiels, le système scientifique en soi, il veille quand même pas mal à éviter les dérives. C'est pas du 100%, mais je pense que c'est quand même, ça fonctionne pas si mal. Je pense que quand même la prochaine étape, c'est d'arriver à avoir des articles en accès libre pour tout le monde. C'est plus vers ça que... Ah oui, et aussi l'open data, c'est-à-dire que de plus en plus, on va te demander, au moment où tu vas publier ton article, de mettre aussi tes données à disposition de toute personne qui voudrait refaire tes calculs ou faire une méta-analyse en reprenant en fait toutes les données qui ont été mesurées sur différentes études sur le sujet. Donc, je pense qu'on va aller plutôt vers plus de qualité grâce à ça. Quelque chose, par contre, qui peut aller contre la qualité, c'est que, comme dans tout, la recherche, ça s'accélère un peu. Donc, on dit publier ou périr. En quelque sorte, quelqu'un qui veut être actif en tant que chercheur, il est obligé de beaucoup publier. Et donc, par exemple, là, pendant la pandémie, il y a plein de recherches qui ont été un peu mises à l'arrêt. Et donc, il y a eu une explosion en fait de méta-analyses où les gens ils publiaient des méta-analyses sur des trucs qui avaient déjà été méta-analysés ou des revues de littérature. Donc, revues de littérature, contrairement à méta-analyse, tu n'essayes pas de chiffrer les choses. Tu dis juste qu'est-ce qui a été dit sur un sujet. Un peu, ça ressemble plus finalement à une introduction de thèse. Et donc, il y a eu un peu une explosion de ça qui apportait finalement pas tellement de nouvelles choses dans le débat et qui était juste de la publication pour la publication. Donc, ça, c'est quand même un problème parce que ça fait du brouhaha, quoi, on va dire. Et du coup, quelqu'un en fait qui voudrait lire une étude scientifique, il va être obligé de passer par toute une phase de confirmation et de validation que tu nous as décrite, en fait, avant d'en tirer une conclusion. Oui, et toujours regarder à l'esprit que ce qui lit en mai 2021 peut être remis en question dans les mois qui viennent. Donc, en fait, nous, ça nous plaît. Enfin, je veux dire, quand tu es chercheur, tu aimes bien être remis en question et nuancé. Mais si, en fait, tu vas chercher une vérité avec un grand V, tu es très déçu, quoi. Parce qu'en fait, ce qui était la vérité d'hier et pas celle d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Mais justement, par contre, ce qui va ce qui va durer dans le temps, c'est quand même bon signe sur la solidité. Par exemple, le fait que des champions en endurance ont un volume d'entraînement important, ça commence à être quand même quelque chose qui fait consensus. Oui. Donc oui, du coup, tu es obligé en effet de beaucoup lire. Ou alors, tu peux aussi trouver des personnes de confiance. Par exemple, tu vois, même en accès gratuit, si tu vas sur le site Le Pape, les articles de Pascal Balducci ou de Anaël Aubry, donc c'est eux-mêmes des chercheurs, et ils sont carrés. Ce qu'ils disent, c'est ce qui a marqué dans l'étude. Et quand tu lis un article donc, de Pascal Balducci ou de Anaël Aubry, tu peux être confiant sur le fait que ce qu'ils te racontent, c'est du vrai. Je sais que toi, tu aimes bien Julien Venesson. Je crois que c'est quelqu'un qui est aussi qui fait peut-être pas le consensus parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir râler, mais qui est assez crédible, on va dire. Anthony Berthoud, par exemple, moi, j'ai jamais vu quelque chose qui me semblait imprécis dans ce qu'écrit Anthony Berthoud, quoi. Quand il écrit quelque chose, il met le lien. Tu vas sur le lien, c'est exactement ce qu'il a réussi à te dire en 3 phrases, alors que toi, tu as passé 10 minutes à lire. Tu te dis, ce gars, il me fait gagner du temps, en fait. Parce que quand je lis
quand je lis ce qu'il écrit, c'est un excellent résumé, sans trahison du contenu. Mais donc voilà, il faut arriver à repérer des gens à qui tu fais confiance. Et Quand tu les lis, en fait, tu comprends ce qu'ils disent. Du coup, déjà, tu comprends ce que tu lis, ce qui est quand même très bien. Et quand tu comprends, tu vois qu'il n'y a pas de vice caché. Ou alors, il te saute aux yeux. Quoi. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai que du coup, lui, il a plus de connaissances que nous. Donc, il va réussir à faire un lien entre deux études que nous, avec moins de connaissances, on ne va pas forcément faire. Donc, ça, c'est quelqu'un qui va vraiment apporter un plus finalement par rapport à juste lire des études scientifiques. Donc, il y a quand même des gens à qui tu peux faire confiance. Et puis, il y a d'autres, quand c'est trop simplifié, en général, il faut quand même se méfier parce que souvent, les choses ne sont pas si simples que ça. Et ouais, comme je te dis, si tu vois que quelqu'un tire des conclusions à partir d'une étude sur les souris, il fait des conclusions avec des phrases sans conditionnel, c'est quand même pas normal, quoi. Ouais, ou malheureusement, aujourd'hui, et tu le vois, si tu t'amuses à suivre la page Facebook du journal Le Monde, en fait, les gens en commentaire ne réagissent plus à l'article, mais réagissent au titre de l'article. Et dans les études scientifiques, c'est absolument pareil. Donc, tu as des gens qui vont te dire ouais, j'ai vu ça et tout. Mais en fait, le mec, il a à peine lu le titre. C'est-à-dire, même pas, il est allé voir l'abstract, c'est-à-dire, il a juste lu le titre. Donc, tant que vous n'avez pas lu entièrement l'étude, que vous n'avez pas compris si voilà il y avait des biais parce qu'elle était financée par machin ou parce qu'elle a été réalisée par un chercheur complètement inconnu au bataillon, tant que vous n'avez pas fait tout ce travail et que vous ne l'avez pas lu en entier, vous ne pouvez pas en débattre. Ouais, non, mais je suis d'accord, ça c'est fatigant parce qu'en fait, si tu cherches à répondre à ces gens-là, en fait, tu vas leur mettre des trucs qui sont dans l'article. Enfin, il faut juste dire, lis quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment le problème des réseaux sociaux et de l'instantanéité aussi, parce que c'est sûr, si tu as 50 infos en 5 minutes, tu ne peux pas approfondir tout. Donc, ouais, c'est malheureusement, du coup, ça permet d'avoir accès à plein d'infos, mais c'est une illusion un peu. C'est une illusion. C'est qu'on ne prend pas le temps d'aller au fond des choses. Quoi. Ouais, c'est d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer aussi cette courbe, c'est l'effet Dunning-Kruger, je ne sais pas trop comment ça se dit. C'est qu'en fait, au début, donc, tu ne sais rien sur un sujet. Après, tu commences à lire sur un sujet, tu te dis, oh là, je connais tout sur ce sujet. Et puis tu lis un peu plus et tout, tu te rends compte que c'est plus compliqué. Et donc là, tu es dans, je crois qu'ils appellent ça la vallée du doute, où tu te dis, mais en fait, c'est trop complexe, j'y comprendrai jamais rien. Et après, on va dire, tu es en fin de thèse sur un sujet, parce que quand même, au moment où tu soutiens ta thèse sur un sujet, tu sais à peu près tout ce qui a été dit sur ce sujet-là à ce moment-là, où là, tu recommences à maîtriser ton sujet. Et le problème, c'est que nous, quand on commence à s'intéresser à un sujet, on est très vite sur ce pic de la confiance où tu crois avoir tout compris, mais qu'en fait, non. C'est un petit peu c'est un petit peu comme quand tu vas chez ton médecin avec un truc très spécifique et tu es un peu frustré parce que tu as l'impression qu'il n'est pas super renseigné sur le truc spécifique que tu as toi et que ça fait 3 semaines que tu lis tout ce que tu peux trouver sur ce truc-là et tu te dis mais il a fait des années de médecine et il n'est même pas capable d'en savoir autant que moi sur ma fracture de rotule. Mais en fait, mais il est obligé de réduire de petit à petit et de faire le travail que tu viens de faire en fait. Ouais, en fait, lui, au début, il dézoome complètement. Par contre, il a réussi. Je sais pas que tu es une personne intelligente, tu vois. Il voit tellement de couillons toute la journée. Et, il se dit encore un qui pense avoir réinventé la poudre. Le truc, c'est que lui, par contre, il a du recul. Ce qui fait que si toi, tu t'étais jeté tête baissée dans une interprétation, lui, avec son recul, il va peut-être voir que tu as zoomé, toi, sur le mauvais truc. Mais bon, il faut quand même garder à l'esprit que ce médecin qui, sur le moment, te paraît si peu renseigné, il voit des patients à longueur de journée depuis des années et que donc, finalement, il va probablement aussi avoir des idées que toi, tu n'as pas, quoi. Donc, ouais, donc se méfier de cette impression de devenir spécialiste en tout quand il y a des gens qui travaillent en fait depuis des années
sur le sujet et qui la ramène pas forcément. Franchement, souvent, ceux qui savent beaucoup de choses sont très humbles. Hein. Je vais reparler de Pascal Balducci, mais moi, je le trouve quand même impressionnant pour ça. C'est parce que Pascal, il n'est jamais sûr de lui, quoi. Et enfin, en même temps, il arrive à avoir cette assurance de quelqu'un qui est renseigné. Il n'est pas en train de te dire à chaque fois, ah, je te fais faire ça, mais en fait, je ne sais pas si ça marche. Mais par contre, il va toujours garder cette capacité à remettre en question. S'il a un sportif qui se blesse, en lui faisant faire la même chose qu'un autre sportif, il va arriver à réagir et tout. Donc, souvent, ceux qui en savent le plus, ils restent humbles. Hein. Et oui, parce que en fait, quand ils ont appris, Pascal, il n'est pas tout jeune, hein, donc à des moments, il a dû faire des erreurs, tu vois, se gourer. Vraiment. Il est humble maintenant. Normalement, tous ceux qui sont vieux sont humbles. C'est ça. Et nous, peut-être, on peut essayer de gagner un petit peu du temps en étant humble dès notre jeunesse. Non. Ah, c'est très dur. Hein. Du genre d'être humble. Non, mais ouais, typiquement, bah ouais, c'est vrai que Raoult, quoi, tu te dis, il a quand même un ego de fou, quoi. Donc en même temps, moi, mais t'imagines, c'est le meilleur. C'est comme si tu demandais à Usain Bolt, est-ce que vous allez gagner la finale du 100 mètres? Il te répond, oui, il y a quand même des chances. Ouais, exactement. Ouais, je me suis bien entraîné, j'espère que je vais passer les demi, quoi. C'est ça, faut arriver à être réaliste, en fait. À dire, a priori, je fais partie des personnes les mieux renseignées sur le sujet. Ouais. Mais BFM TV, un kiki là, qui a fait 2 ans d'infectiologie puis qui ramène sa fraise, forcément en face tu mets le leader mondial, il l'écrase, quoi, tu vois, il en fait de la charpie. Ouais, et puis je pense qu'il en joue, en fait. C'était peut-être pas un bon exemple parce que je pense que ça fait pas. Mais alors après, ça dit, tu vois, il y a un truc qui est marquant quand même, c'est que je ne sais pas si tu as vu, sous sa blouse, ce mec s'habille mal. Non, je n'ai pas vu. Il accorde aucune importance à ses vêtements et il roule en Dacia. Ouais, donc en fait, c'est quelqu'un qui ça pour son image, tu vois, ça le. Il est là pour bosser en fait, tu sens que c'est un passionné aussi parce qu'à des moments il fait des blagues sur des sujets où on peut pas faire de blagues, c'est des gens qui meurent, tu vois, et lui il est tellement à fond dans son truc qu'il fait des blagues là-dedans, tu vois, c'est là que tu vois qu'il, je pense, c'est une bonne personne. Ouais, du coup, moi, je suis pas apte à me prononcer sur la personne. Par contre, c'est vrai que j'étais un peu énervée quand des fois les attaques allaient envers lui, envers son ego, alors qu'en fait, ce qui devait vraiment nous intéresser, c'est est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai, quoi? Est-ce que ça nous fait avancer? En fait, si ça marche, on s'en fout qu'on n'aime pas le personnage ou qu'on l'aime, c'est pas ça qui est intéressant, c'est est-ce que ce qu'il dit, ça nous apporte quelque chose au débat ou pas? Et par exemple, moi je lis une étude de Pascal Balducci, j'ai dû le croiser une fois ou deux à une course, je lui parle pas, c'est pas mon ami, on s'est jamais vraiment rencontré, on n'a jamais vraiment discuté, donc je sais pas s'il est gentil, s'il est méchant, tu vois, s'il aime le chocolat, j'en sais rien. Simplement quand je lis son étude, j'ai envie que ça me serve, quoi, tu vois. C'est ça, faut s'intéresser au contenu au bout d'un moment et pas si tu es ami avec la personne, ouais. Ah bah peut-être qu'on peut dire ça sur la recherche, tiens, je rebondis. Sabine, pourquoi est-ce que là, du coup, tu fais plus de recherche? C'est parce que c'est un petit peu un côté frustrant, en fait. C'est que c'est hyper long, comme entre le moment où tu te dis ce serait intéressant de poser cette question et le moment où tu as ton article qui sort en répondant à la question, donc soit en donnant une réponse claire, soit en disant en fait on ne peut pas conclure, il se passe un temps fou parce que donc tu as ton idée, il faut que tu t'adresses au comité d'éthique parce que tu travailles sur des humains, donc il faut avoir l'autorisation de mener ton étude chez les humains. Tu recrutes tes sujets, tu fais l'étude. Donc moi, ça, j'adorais. Par contre, j'ai eu la chance de travailler avec des trailers qui étaient vraiment trop sympas. Donc vraiment, la manip, ça reste un bon moment. Bon, peut-être pas pour eux parce qu'ils descendaient pendant 40 minutes sur un tapis roulant plusieurs fois. Mais c'était vraiment des bons moments. Après, donc, tu as tous tes résultats. Il faut que tu regardes ceux qui vont être intéressants
à mettre dans l'article. Il faut que tu choisisses, enfin normalement les statistiques, tu sais déjà lesquelles tu vas faire, mais par contre, moi en tant que thésarde, il fallait à chaque fois que j'apprenne une nouvelle méthode statistique parce que c'est pas la même qu'on utilise dans chacun de mes articles. Tu fais tes statistiques, tu regardes ce qui est intéressant. Après, il faut rédiger l'article, tu l'envoies à un journal qui va peut-être pas l'accepter. Ensuite, tu as les reviewers qui te font un premier retour, tu fais tes modifications, un deuxième retour, tes modifications, après l'article est accepté, et après, enfin, il est publié. Et donc, il peut s'écouler un temps fou, en fait, entre le moment où tu t'es posé la question. Toi, en fait, à la fin de tes manips, la question, en gros, tu as à peu près vu la réponse. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que le moment où tu vas pouvoir commencer à communiquer sur tes résultats, publier l'article, aller les montrer en congrès et tout, c'est hyper long. Et entre-temps, tu t'es déjà posé 12 questions, même bien plus encore, et tu ne pourras pas faire des articles sur tout. Donc, en fait, c'est cette rigueur scientifique est tellement exigeante que ça en devient parfois un petit peu frustrant. Ouais, je disais ouais, que mon père, en fait, quand il fait une expérience, derrière, oui, en fait, pendant 3 semaines, il en fait plus parce que le temps de tout traiter, et encore, je dis 3 semaines, mais c'est beaucoup plus que ça. Et puis, il est reviewer pour d'autres aussi, ouais, donc je vois bien le travail que c'est, effectivement. D'accord, il est chercheur dans quel domaine? Les micro-ondes. D'accord, mais pas les micro-ondes pour Non, non, non. réchauffer ton. Enfin, ça doit être la même chose, mais. Oui, parce qu'en fait, ton micro-ondes, quand tu l'allumes, tu balances juste des ondes à une certaine fréquence et avec une certaine puissance. Et du coup, lui, avec ses connaissances sur les ondes, est-ce qu'il pense que le micro-ondes dans ta maison, c'est dangereux? Euh, Si tu le mets pas à côté de ton lit, c'est bon. Ok. Parce qu'en fait, même s'il est censé être complètement hermétique, il va y avoir une petite fuite. Après, c'est quand même insignifiant et ouais, si tu l'allumes pas en même temps que tu dors, ça va quoi. Et si tu mets pas ton cerveau dedans? Ouais, moi, Donc normalement, tu peux t'en servir dans la cuisine de temps en temps, quoi. Il n'y a pas de problème. on m'avait dit aussi, mais moi, je le fais pas, hein, mais d'ouvrir la porte, en fait, quand tu t'en sers pas pour casser le circuit, en fait, pour l'empêcher de faire des ondes à l'arrêt. Je pourrais lui demander, mais s'il m'en a pas parlé, c'est que ça C'est pas sert mal à rien. pour tes yeux. Après, moi, je l'ouvre, mais plus pour aérer un peu le. Tu sais, tu vois, tu fais quand même chauffer de la bouffe à l'intérieur, donc Ouais, tu l'aères jamais et que tu le laves jamais, tu vois, c'est pas terrible. c'est juste crade, ouais. Voilà, je pense que voilà, si j'utilise ça, ça irait. Bon, bah écoute, Sabine, très bien, moi j'ai plus de questions. Bah écoute, c'est bien, ça fera une petite sortie aux gens. Ouais, Et ben merci en tout cas de m'avoir renouvelé ta confiance. On s'en fait un bah, tout le monde merci à content. toi, hein. Et, C'est bien cool. Et si tu veux partager justement tes études, tu peux m'envoyer des liens, je les mettrai avec. ah bah je vais te donner mon profil ResearchGate, comme ça il y a mes études, Voilà, ma thèse, et puis les gens ils peuvent après aller chercher sur les profils des autres chercheurs. Tout le monde voilà, on le mettra dans la description et comme ça, ceux, parce qu'il y en a, je sais, qui vont très très loin, ils auront du grain à moudre. c'est clair. Et ben merci Hugo et porte-toi bien. On se voit bientôt sur les courses. On se voit. Ouais, salut Sabine. Ouais, ouais, fin juin, faudra être prêt, ouais. Salut.
Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.